Bienvenue dans le podcast de Vino Musique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Vino Musique, votre rendez-vous œno-musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur notre site vinomusique.fr ou en scannant le QR-code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Vincent Denis, au domaine du Petit Clocher à Cléry-sur-Layon, pour parler de son crément de Loire. Bonjour Vincent, ça va ? Ça va, bonjour Laurie. Pour les personnes qui nous écoutent et qui sont arrivées sur le podcast grâce au QR-code sur la bouteille, préparez-vous à déguster. Mais avant ça, parlons un peu du domaine et de vous Vincent. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours et comment vous en êtes arrivé à travailler au Petit Clocher ? Alors moi je suis donc Vincent Denis, vigneron au domaine du Petit Clocher. Je suis issu d'une famille de vignerons depuis maintenant, c'est une famille qui a une centaine d'années. Le domaine a été fondé en 1920 par mon arrière-grand-père. Donc forcément plongé dans la passion familiale. Ensuite j'ai été aussi briefé dans mes études puisque j'ai un BTS en viticulture œnologie. J'ai également une licence de commerce des vins. Et après, un parcours dans divers domaines, du Bordelais, en Suisse, en passant par la Californie. Donc voilà, mes expériences à travers mes stages m'ont donné encore plus envie de revenir sur le domaine et puis de produire et de vendre les produits de la famille. D'accord. Et du coup, vous savez, en fait, c'était comme une évidence au final, de se dire, ici, j'ai envie de recréer ce qu'on avait créé avant, mais avec ma patte à moi, quoi. Oui, c'est un peu ça. C'est pas juste un héritage, c'est aussi vraiment la transmission d'une passion qui a eu lieu. Et ça n'a jamais été forcé, ça a toujours été consenti. Et voilà, c'était une logique de revenir sur le domaine familial. Je ne me voyais pas vendre d'autres vins, je ne me voyais pas produire d'autres vins que les vins du domaine du Petit Clocher. D'accord. Et du coup, je suppose que même au niveau de vos expériences à travers le monde, ça a surtout enrichi au final la façon de faire votre vin aujourd'hui. Tout mon parcours il a été construit, oui, pour retranscrire les techniques que j'ai apprises à la fin à Cléry-sur-Layon, sur nos terroirs de schiste du sud du Layon. Donc oui, tout a été construit pour améliorer à la fin le domaine. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous avez un domaine ici de 90 hectares à Cléry. Vous travaillez en équipe, donc en famille. Ici, vous êtes combien donc, à travailler tous ensemble sur le domaine ? Déjà, oui, en effet, je ne suis pas seul, puisque sur 90 hectares, il y a beaucoup de travail. D'abord, je suis associé par deux de mes cousins. C'est un domaine qu'on a repris ensemble, puisque Julien, qui s'occupe plus du chai, qui vinifie, Stéphane, qui s'occupe plus, lui, de la vigne, donc c'est deux frères. Et puis moi, je suis le cousin, moi je gère plus la partie administrative et commerciale du domaine. C'était un domaine qui était tenu par mon père et mon oncle, donc les garçons ont repris la suite sur l'entreprise. Ensuite, on est accompagné à peu près d'une dizaine de salariés qui nous accompagnent et dans la production et dans la commercialisation. Que pour pouvoir trouver toute l'année au caveau ou à travailler dans les vignes quand vous passez à Cléry. D'accord. Et du coup, vous avez dit que ce domaine, il était donc vieux de 100 ans. Donc, il a toujours été ici placé à Cléry ? Alors, on a toujours été à Cléry. Historiquement, on était au pied de l'église de Cléry, d'où le nom domaine du Petit Clocher. En grandissant, le domaine s'est étendu aussi à d'autres propriétés et à d'autres caves. Donc, avant 2016, on était sur 3 caves distinctes. On a pris la décision en 2016 de déménager en construisant un chai neuf avec un caveau de dégustation et puis une cave moderne. Donc oui, on a déménagé, mais on est resté à Cléry. On a gardé nos racines. D'accord. Et donc ici, le lieu où on est, donc c'est votre caveau maintenant de dégustation et donc de stockage. Oui. Et c'est pareil, vous me disiez qu'avant, ici, c'était une laiterie. C'est ça, c'est une ancienne laiterie de Cléry. L'ancienne laiterie de Cléry
que mes parents ont racheté en 1989, une opportunité qu'ils ont eue. Pour commencer à faire de la vente directe, ils souhaitaient stocker des bouteilles. Donc les frigos de l'ancienne laiterie étaient appropriés, la laiterie était à l'abandon. Donc ils ont remis en état un outil industriel un peu en ruine. Et c'était surtout une très grande opportunité pour nous d'avoir un emplacement, je dirais presque illimité, pour construire des bâtiments et puis pour avoir une cave qui soit contemporaine et en même temps très fonctionnelle. D'accord. Et donc, après, au niveau des 90 hectares, ils sont tous, enfin, je suppose qu'ils ne sont pas tous sur la commune de Cléré. Vous en avez un peu, en fait, tout autour. Les 90 hectares sont principalement sur la commune de Cléré, puisqu'on a à peu près 60 hectares sur Cléré. On a également une partie de notre vignoble sur Nueil et un tout petit peu en Deux-Sèvres, mais tout est à 6 km à la ronde. Le but, c'est de rester sur un terroir identique, de ne pas s'éparpiller et de pouvoir vraiment faire des vins avec un lien à l'origine, des vins des vins de lieu, des vins qui sont produits à Cléré-sur-Layon. D'accord. Et du coup, c'est quoi le terroir de Cléré autour, là? Alors, on a deux terroirs majoritaires. Le premier, c'est un terroir de schiste qui va être tout le long de la vallée du Layon, où là, on va faire beaucoup de blancs, notamment des chenins. On va également avoir un peu de chardonnay planté sur ces terroirs de schiste. Et on a un deuxième terroir qui est situé plus au sud de Cléré, qui va être un terroir de roches éruptives, de microgranite et de microdiorite, qui ont fait la différence quand on a commencé à produire des rouges, puisque ça nous donne des cabernets francs qui vont être plus mûrs que sur nos terroirs de schiste, et du coup des vins très fruités, avec une précocité et une très belle maturité. D'accord. Et du coup, oui, vous avez donc sur ces parcelles réparti plusieurs cépages. Donc vous avez cité notamment le chenin et le cabernet franc. Donc vous en avez plus que ça? Alors oui, on a principalement du chenin et du cabernet franc, qui sont les deux grands cépages de l'Anjou et d'une partie de la Loire. On a également du chardonnay, qui va nous servir à faire des vins tranquilles et des vins effervescents. On a du sauvignon blanc un petit peu. On va avoir maintenant du pinot noir, qui va nous servir à faire des créments de Loire. Également du gros lot, qui est un cépage local, qui nous fait d'excellents rosés et qui peut également faire des rouges un petit peu. Voilà. On a une diversité de cépages qui va vraiment être intéressante pour faire des vins tous différents et en même temps qui créent une gamme assez cohérente. Ok. Donc pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, un cépage, tu me dis si j'ai raison, mais c'est un peu la race du vin, c'est l'espèce. C'est ça, c'est une variété. Chaque cépage va avoir ses qualités, chaque cépage va avoir son aromatique bien à lui et il va nous permettre de faire tel ou tel type de vin selon comment on le vinifie. Ok. Du coup, Vincent, est-ce que tu peux, avant qu'on déguste, nous parler un peu plus de comment on fait du crément de Loire? Alors le crément de Loire, il est régi par un cahier des charges assez précis. Tout d'abord, on va commencer par le ramasser à la main. Chez nous, on va ramasser des cépages chardonnay et pinot noir majoritairement. Tout ça, ça va se passer début septembre souvent, puisque on essaye de faire des récoltes assez précoces pour le crément. Ensuite, on va l'amener à la cave en caisse. Il va être pressé. Suite au pressurage, on l'envoie en cuve pour la fermentation. On va faire fermenter un vin tranquille, sec. Quelques mois après, on va laisser un tout petit peu d'élevage. Début décembre, il va être mis en bouteille avec ce qu'on appelle une liqueur d'expédition. Cette liqueur d'expédition, ça va être du vin avec un tout petit peu de sucre. Ce sucre, il va permettre une deuxième fermentation en bouteille qui donnera l'effervescence. Cette deuxième fermentation en bouteille, elle se déroule aux caves de Grenelle, dans des caves de tuffeau à Saumur, puisque nous, on n'est pas équipés, on n'a pas la place pour stocker toutes nos bouteilles de crément. Ça va durer à peu près 3 semaines, 1 mois. À la fin de la fermentation, on va laisser reposer le vin, ce qu'on appelle le temps sur latte. C'est le temps où le vin va échanger avec les levures qui sont tombées au fond de la bouteille, qui ont fait un dépôt. Cet échange va donner des vins, va assouplir le vin, va le rendre un peu plus gras, va le complexifier en termes aromatiques. C'est un temps qu'on est obligé de garder pendant 12 mois sur latte. Chez nous, on va le faire au moins 18 mois pour vraiment avoir un crément abouti avec une mousse crémeuse. On le verra tout à l'heure à la dégustation. À la fin de cette période, on va prendre les bouteilles, on va faire ce qu'on appelle le dégorgement, c'est-à-dire qu'on va enlever le dépôt de levure en
en amenant le dépôt de levure dans le goulot de la bouteille en l'espace d'une semaine ou 2 semaines, vous savez, c'est le moment où on tourne les bouteilles, comme on voit souvent dans les reportages sur les effervescents. On enlève le bouchon. Avec la pression, le bouchon de dépôt va sortir de la bouteille et on va re-remplir la bouteille avec du vin tranquille avant de lui mettre son bouchon définitif et le museler. Vous savez, la fameuse plaque qu'on a l'habitude de collectionner. Et après, on va laisser à peu près 2 à 3 mois le vin se reposer avant de le commercialiser et avant de pouvoir l'ouvrir. D'accord. Et je me demandais, vos raisins, quand vous les ramassez, donc vous avez 2 cépages différents, vous les pressez en même temps, vous les pressez séparément et vous les assemblez après? Donc généralement, on va ramasser séparément, puisque des fois, il y a 2, 3, 4 jours de date de maturité qui vont varier entre chaque cépage. Et assez rapidement, on va l'assembler, souvent dès la fin de fermentation, pour que le crément s'harmonise, que tous les cépages s'harmonisent ensemble avant qu'on le mette en bouteille. Ok, super. Eh ben, on va pouvoir déguster alors. Donc si vous êtes chez vous à la maison, c'est le moment d'ouvrir la bouteille. Bon, je suppose qu'il y en a certains qui ne nous ont pas attendus pour faire ça. Mais voilà, vous pouvez écouter nos commentaires et donc partager avec nous ce moment de dégustation. Donc, premier, en fait, moi ce que je vois direct, c'est qu'il y a l'air d'avoir quand même pas mal de bulles. Oui, une effervescence qui est bien présente. Alors, on est sur des flûtes, qui est pour nous ce qui est traditionnel pour déguster un crément. Juste pour la petite info, la flûte elle est poinçonnée, c'est-à-dire qu'il y a une petite rayure au fond de la flûte pour qu'il y ait une effervescence continue. L'effervescence part toujours d'une impureté. Si vous avez pas de poinçon et beaucoup d'effervescence, ça veut juste dire que votre verre est sale. Mais non, traditionnellement, les flûtes sont poinçonnées justement pour qu'on ait une effervescence continue qui parte de cette rayure. Et après, on va surtout observer le liseré d'effervescence qui va rester, ce qu'on appelle la collerette d'effervescence. Et ça va nous indiquer qu'il y a une bulle qui est assez fine quand même, qui est crémeuse surtout, ce qu'on va retrouver certainement en bouche après. Au nez, on va retrouver des arômes quand même qui sont entre le fruité, un petit peu le brioché. On a le côté un peu fleur blanche, un tout petit peu d'abricot aussi qu'on va pouvoir retrouver, qui va donner une certaine complexité. Voilà. En bouche ensuite, on va avoir ce crémeux qui va tout de suite se développer. Puisque notre but vraiment c'est d'avoir une bulle très fine, assez délicate, en même temps qui est présente quand même, puisque ça reste un effervescent qu'on veut assez délicat, assez fin. La bouche va se développer un peu sur le milieu de bouche avec une certaine fraîcheur aussi, un peu de gras. Tout ça c'est dû à nos assemblages de chardonnay et de pinot noir. Et puis on va finir sur une certaine longueur en bouche qui va rester sur de la fraîcheur, sur un aspect un petit peu brioché, avec toujours ces arômes de fleurs blanches qui vont venir en fin de bouche, qui sont intéressants. Et le but c'est de reprendre après une autre gorgée pour continuer la dégustation. Effectivement, il est très doux. Il glisse tout seul. C'est vrai que après, moi, c'est un avis totalement personnel, mais moi, la bulle, la plupart du temps, ce que je reproche à la bulle, c'est que je sens que la bulle. Et j'ai pas le reste du vin, les arômes et tout ça. Et là, c'est vrai qu'on a cette pétillance, mais sans être trop présent. Et c'est très appréciable. C'est tout notre intérêt du temps où on va laisser le vin sur latte, puisque c'est à ce moment-là que la bulle va s'affiner. Elle va passer d'une bulle très grossière au début de son élevage à une bulle qui va devenir beaucoup plus délicate, beaucoup plus crémeuse. C'est pas une bulle qui fait pop, c'est une bulle qui va doucement enrober le palais, je dirais. Ouais, on n'est pas sur un soda, quoi. C'est ça. Oui, et puis on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais effectivement, pour rappeler, en fait, le fait d'avoir des bulles dans le vin, c'est que la fermentation qui se fait en bouteille crée du gaz carbonique qui va se dissoudre dans le vin. C'est ça. Et une fois ouvert, il va se libérer, puisqu'il aura la place de sortir. Exactement. Et puis il va rester assez longtemps, l'effervescence va être assez active un certain temps,
Alors après, il ne faut pas boire la bouteille pendant 1 semaine et demie, hein, mais en la rebouchant bien avec des bouchons hermétiques, on va pouvoir garder la bouteille sans problème 2-3 jours. Mais bon, l'idéal, c'est quand même de la prendre à l'apéritif, quoi. C'est ça. Et le mythe de la cuillère, ça marche? Je n'ai jamais réussi à vraiment tester et que ça soit concluant, on va dire. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas, le mythe de la cuillère, c'est juste de mettre une cuillère dans la bouteille, donc en laissant le bout dont on se sert pour manger ressortir, et c'est censé garder les bulles. Mais voilà, moi non plus, le peu de fois où j'ai essayé, ça n'a pas été très concluant. Ok. Et donc, tu as dit apéritif, qu'est-ce que tu nous conseillerais sinon pour toi, c'est un vin d'apéro, un vin de dessert aussi? Alors, ça peut être un vin d'apéritif. En tout cas, moi, je le consomme beaucoup comme ça. On est sur un crément qui est quand même assez complexe avec du gras. Je dirais même que ça peut être un crément de gastronomie. Sans problème, il peut aller accompagner un poisson, une volaille, puisque justement, il y a une certaine matière dans ce crément. Il y a un peu de gras, un peu de rondeur aussi. Donc, le but, c'est vraiment toujours que le plat ne domine pas le vin ou inversement. Et là, clairement, sur des sauces assez légères, il n'y aura pas de souci. Puis bien sûr, sur une tarte aux fruits, ça marche toujours. En fin de repas, on est plutôt sur quelque chose qui est assez digeste. Et une certaine légèreté aussi, avec l'effervescence qui est toujours sympathique. Ouais, c'est léger, puis il y a une belle acidité aussi qui vient compléter tout ça. Il y a cette fraîcheur qu'on garde, et voilà, cette fraîcheur de Loire qui est importante pour nous. Tout à l'heure, je parlais de vin de lieu, ça fait partie de cette signature de Loire, c'est cette acidité, cette fraîcheur dans nos vins. Ok, ben, super. Alors, le podcast de Vino Musique, c'est déjà fini. Merci en tout cas Vincent de m'avoir accueilli et de nous avoir expliqué tout ça. Merci à tous ceux qui nous écoutent de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à écouter nos autres podcasts en lien avec les autres bouteilles de Vino Musique. On vous invite à aller écouter aussi les playlists consacrées au crément de Loire disponibles sur notre site internet vinomusique.fr. Vous pouvez aussi nous suivre ainsi que le domaine du Petit Clocher sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à aller au domaine pour déguster les autres vins où Vincent et son équipe seront ravis, je pense, de vous accueillir à Cléry-sur-l'Aiglon. Merci Laurie et bonne dégustation.